Bonsoir à tous. Je crois que dans l'histoire de notre continent et de notre civilisation, eh bien, nous avons toujours relevé les grands défis écologiques et environnementaux par l'innovation, par la science et par la technique. Depuis les problèmes de pollution au plomb dans la Rome antique jusqu'à les années 70 où, grâce au nucléaire, eh bien, on a réussi à se défaire de la dépendance aux énergies fossiles, en l'occurrence le charbon. Aujourd'hui, l'Europe, l'espace économique européen, est à la fois le plus normé et le moins protégé. On a aujourd'hui le niveau de normes environnementales le plus élevé au monde. Ce n'est pas en s'enfermant dans une inflation des normes qu'on réglera le problème. Il faut aujourd'hui faire un grand plan électronucléaire européen qui nous apportera l'indépendance stratégique, une énergie pas chère et décarbonée. La PAC révisée, je le disais, avec des changements sur les normes environnementales. Est-ce que cette révision-là de la PAC, ça instaure un modèle qui permet aux agriculteurs à la fois de produire tout en préservant la biodiversité et la santé humaine? D'abord, un petit rappel, la France fait partie des 9 pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Donc en réalité, l'argent de la PAC, c'est l'argent des Français. Quand on verse 25 à 26 milliards d'euros par an au budget de l'Union européenne, on en récupère environ 14 ou 15, dont la PAC. Il est évident qu'aujourd'hui, la France et les Français font un effort considérable pour le financement d'une Union européenne qui ne nous apporte pas la puissance et le rayonnement à l'échelle mondiale qu'on nous a promis à travers les traités et les avancées européennes successives. Nos agriculteurs, aujourd'hui, ils aspirent à une chose. Ils n'aspirent pas à dépendre des financements publics, qu'ils soient nationaux ou européens. La question, c'est celle du modèle, oui, Nicolas B. Ils aspirent avant tout à pouvoir vivre dignement des fruits de leur travail et à pouvoir nourrir leur pays, ce qui est sans doute une des tâches les plus nobles qui soient. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est à la fois arrêter de leur infliger des normes considérables, toujours plus exigeantes, et c'est le fameux pacte vert. La fausse droite, la vraie gauche, les macronistes au Parlement européen ont tous voté les différentes étapes de ce pacte vert qui inflige des normes environnementales très exigeantes qui sont souvent pas tellement liées à la sécurité alimentaire, ni même avec un vrai impact environnemental établi et scientifique. Donc il faut sortir de l'inflation des normes parce que c'est des coûts. C'est des coûts pour les agriculteurs, exactement comme pour les entreprises ou pour les industries. Donc le modèle à suivre, c'est l'actuel. Et deuxième volet, il faut sortir de la logique du libre-échange mondialisé qui consiste à faire venir des marchandises, y compris agricoles, sur le marché européen, de pays dont on n'est pas capable de faire respecter les mêmes normes que nous. D'abord, ils ne respectent pas les normes sociales parce que les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes. Et ensuite, les normes environnementales ou sanitaires, on n'est pas en capacité réellement de les faire respecter dans ces pays tiers. Donc il y a des clauses miroirs qui sont théoriques, mais aujourd'hui, n'étant pas capable de les faire appliquer, eh bien, on livre nos agriculteurs à une concurrence déloyale contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. Ils en meurent, et ils en meurent au sens propre, puisque je vous rappelle quand même, et c'est tout le drame de notre pays aujourd'hui, qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. On ne peut pas à la fois défendre la logique des accords commerciaux de libre-échange. Un accord commercial de libre-échange, c'est un accord commercial sans droit de douane. On peut avoir des accords commerciaux où on maintient des droits de douane, où on a des quotas, où on a des contingentements. Bref, où on met en place des protections. La logique de l'Union européenne, depuis des décennies, c'est de faire de l'Europe un marché totalement ouvert. Et alors, si on est dans une logique de marché ouvert, qui est le grand modèle des années 90, des accords du GATT, etc., à ce moment-là, il faut que notre économie soit compétitive. Or, elle est doublement non compétitive. Elle est non compétitive d'abord parce que la Commission européenne, qui a l'exclusivité de l'initiative législative, nous prépare des textes avec des niveaux de normes très exigeants. Et ensuite, la majorité du Parlement européen, c'est les socialistes, le PPE, dont fait partie LR, et les macronistes, votent l'essentiel de ces textes qui imposent des normes très exigeantes. Donc on n'est plus compétitif. Et la France, dans le marché européen, est encore moins compétitive et on a une concurrence déloyale intracommunautaire. Je vous donne un exemple très concret, les néonicotinoïdes. La Commission européenne, l'Union européenne les interdit à quelques années d'échéance. La France anticipe et surtranspose et inflige l'interdiction immédiate à nos betteraviers. Le résultat, c'est que nos betteraviers des Hauts-de-France ou de Normandie se retrouvent en concurrence déloyale frontale avec les betteraviers allemands. Donc c'est vrai qu'on a tendance parfois à toujours dire que c'est de la faute de la Commission européenne. Il y a aussi l'État macroniste qui inflige des surtranspositions qui tuent, qui empêchent à nos agriculteurs d'être compétitifs sur la scène européenne. En fait, l'Europe, c'est un continent qui est très densément peuplé. Ça n'est pas le cas de toutes les zones dans le monde. Donc on a, et parce qu'il y a aujourd'hui des périodes ou des épisodes de sécheresse, on est confronté en effet à une raréfaction de l'eau.
il y a une disparité aussi très importante entre les pays européens qui fait qu'à mon avis, je ne suis pas sûr qu'on ait une grande efficacité à développer une politique européenne de l'eau. Il faut d'abord que chaque État fasse un vrai travail fin de gestion de l'eau. Bien sûr qu'on peut appliquer les grands principes de prudence, d'anti-gaspillage, etc. Mais il ne faut pas non plus que chaque sujet devienne le prétexte à installer une logique de décroissance systématique. Il faut surtout augmenter les capacités de traitement. Non, mais il y en a beaucoup qui disent il faut utiliser moins d'eau, point final. Non, on peut aussi traiter, retraiter, augmenter les capacités de désalinisation, etc. Donc faire en sorte qu'on ait qu'on compense en quelque sorte la sécheresse par une meilleure gestion de l'eau en mettant évidemment les moyens et les investissements nécessaires. Et ce qui a été dit sur Mayotte, attention, mélangeons pas tous les sujets. Hein. Moi, je connais bien Mayotte. Mayotte, le problème est simple, c'est que toutes les infrastructures, y compris les capacités de traitement et de gestion de l'eau, sont dimensionnées pour un territoire qui compte théoriquement 250 000 habitants, 250 000 Mahorais, sauf qu'il y a 550 000 personnes sur place parce qu'il y a 300 000 clandestins comoriens. Donc c'est pour ça que toutes les structures sont saturées, l'hôpital, l'école, les services publics et aussi évidemment les services de l'eau. Donc il n'y a pas un déficit d'eau dans cette zone-là de l'océan Indien. En revanche, il y a un État totalement défaillant pour protéger Mayotte et protéger les Mahorais et leur assurer les services publics élémentaires. Sur l'énergie spécifiquement. S'il vous plaît. Bon, je pense qu'on est les seuls à être, je crois, cohérent là-dessus. Si on veut tenir la neutralité carbone en 2050, il n'y a pas le choix. Il faut deux piliers. Il faut le nucléaire, nous le revendiquons, et il faut les énergies renouvelables. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et nous nous sommes battus pour que le nucléaire soit reconnu. Oui, vous avez parlé de taxonomie, je le revendique. Vous êtes converti très tardivement au nucléaire, comme si je peux me permettre. Vous avez quand même fermé Emmanuel Fessenheim. Macron a quand même fermé Fessenheim. Oui, Ce qui était une faute politique Alors, majeure, pourquoi je pas pense seulement que symbolique. vous avez été, parce Monsieur Bay, je crois, il n'y a pas si longtemps, avant de changer de crèmerie, au Rassemblement national. Oui, vous pouvez reprendre toutes les déclarations de Marine Le Pen sur le nucléaire. Moi, je pense j'ai toujours été opposé à les mettre à la dans l'erreur fermeture en de la matière. Fessenheim et toujours favorable au nucléaire. Vous l'avez dit assez discrètement. Emmanuel Macron, il a attendu 5 ans à l'Élysée pour se convertir au nucléaire. Et moi, je veux bien, Monsieur Bay, mais vous n'étiez peut-être pas très assidu au Parlement européen. Qui a défendu l'introduction du nucléaire dans le mix énergétique européen? La conséquence concrète de la fermeture de Fessenheim, c'est quoi? Aucun rapport avec la France qui s'est retrouvée obligée en plein hiver d'importer de l'électricité venant d'outre-Rhin qui était fabriquée avec des usines à charbon. Nicolas Bay, on a compris votre Moi, je veux bien qu'on fasse un débat sur Fessenheim. J'ai aucun problème sur ce sujet parce qu'on peut confronter projet contre projet sur ce sujet. C'est pas ça qui va faire la transition écologique européenne. Bon. Mais d'abord, vous, chez Reconquête, est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'il faut baisser drastiquement et rapidement notre recours aux énergies fossiles? Oui, bien sûr, mais par le nucléaire, je le disais en introduction. Quel est le site industriel européen le plus gros émetteur de CO2? C'est l'usine de Karpach en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. C'est une extraction de lignite à ciel ouvert destinée à alimenter des centrales à charbon. Voilà le modèle allemand qui a consisté à sortir précipitamment, pour des raisons totalement idéologiques, du nucléaire civil. Voilà. Et aujourd'hui, parce qu'on a fermé Fessenheim, je le disais tout à l'heure, eh bien, on fait venir de l'électricité qui est fabriquée de cette manière-là. Là, c'est profondément Arrêtez, vous voulez détruire le marché européen de l'énergie qui, justement, nous permet des approvisionnements. Ensuite, ce débat-là, aujourd'hui, où on voit bien que le nucléaire est la seule solution dominante pour avoir une énergie pas chère, abondante et décarbonée, disqualifie de manière définitive les écolos, les Verts, qui pendant 20 ans... Pendant 20 ans, ces gens-là... Pendant 20 ans, ces gens-là nous ont expliqué. Pendant 20 ans, ces gens-là nous ont expliqué qu'il fallait quitter le nucléaire. Ils avaient tous l'autocollant Stop nucléaire à l'arrière de la vieille voiture. Vous avez soutenu quelqu'un qui disait qu'il fallait sortir le nucléaire après Fukushima, soyez sérieux. Aujourd'hui, ces gens-là nous disent le seul sujet, c'est le carbone. On a une grille de lecture carbonocentrée. La seule préoccupation, c'est une vraie préoccupation d'ailleurs, hein, mais ils nous disent c'est le carbone. Bon, et donc ils ont fait la guerre à l'énergie la plus décarbonée pendant 20 ans avant de nous dire ça. Vous voyez l'incohérence absolue. Enfin, aujourd'hui, RTE par exemple pour la France dit clairement qu'il faut dans le mix énergétique des énergies renouvelables comme le nucléaire. Donc vous dites quoi? Vous dites on fait un focus. Vous dites on fait un focus au niveau européen que sur le nucléaire et c'est ça qui va nous aider? Essentiellement. Voilà. Le reste, on peut toujours se faire plaisir et se donner bonne conscience en expliquant qu'on va avoir un mix énergétique extrêmement varié. États-Unis, du Qatar, si vous voulez. Est-ce que non, mais que sur le nucléaire? Non, mais moi je vous dis pas qu'il faut. Hein. L'absurdité aujourd'hui, c'est de se défaire de la dépendance au gaz russe en achetant au Qatar, à l'Azerbaïdjan ou à l'Algérie, qui sont quand même pas des modèles démocratiques. Ça, c'est absurde. En revanche, aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas non plus, c'est
pas vouloir faire de nucléaire par idéologie. Du coup, on met des éoliennes partout en France. Il faut quand même bien comprendre qu'un réacteur EPR de nouvelle génération, c'est 1,6 gigawatts. C'est beaucoup plus en production et de manière stable et sans intermittence que la totalité des éoliennes qu'on peut installer sur l'ensemble du territoire national. Donc, il faut distinguer, pour conclure, dans le mix énergétique et dans les énergies renouvelables, celles qui peuvent avoir un intérêt. Le solaire, à condition d'avoir un niveau de rendement élevé des panneaux photovoltaïques et dans des zones où il y a du soleil quand même, mettre des éoliennes partout pour ne surtout pas faire trop de nucléaire, c'est absurde, c'est coûteux, c'est inefficace et ça n'assurera pas notre indépendance énergétique. La vérité, c'est les deux. Vous nous remettez dans la dépendance énergétique avec ce que vous dites. Vous nous remettez dans la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, en plus vous venez de le dire, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de d'autres puissances. On peut pas tout miser sur le nucléaire. L'EPR n'est pas encore là. Certes, le nucléaire peut être utile à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut tout faire pour décarboner. C'est pas la solution unique, ça ne pourra jamais l'être. Il faut miser à fond sur les ENR et surtout sur l'éolien, sur l'éolien offshore, sur le solaire, sur absolument tout. Là, ce que vous faites, c'est pas, pardon, alors je sais même pas comment vous êtes nationaliste, parce qu'en fait, vous nous mettez dans les mains de grandes puissances étrangères avec votre proposition. N'importe quoi. Je suis en train de vous dire qu'il faut justement construire des réacteurs nucléaires, ce qui effectivement nous libère de toute dépendance étrangère. Vous avez pris à partie les écologistes. Pardon, on va peut-être les laisser répondre. Nicolas Bay. Je finis là-dessus. Est-ce que c'est vraiment écologiste, Nicolas Bay? Est-ce que c'est écologiste de mettre des pylônes d'éoliennes? Les écolos nous parlent toujours d'artificialisation des sols. Un pylône d'éolien offshore, c'est 6 000 tonnes de béton dans les mers, avec des conséquences sur la biodiversité maritime. Alors Nicolas Bay, vous allez répondre à cette question en premier. Est-ce que la transition, il faut la financer plutôt en tapant au portefeuille des grandes firmes pétrogazières? Non, je ne crois pas du tout. C'est pas en taxant les entreprises. On est déjà, la France, on est quand même un des pays les plus imposés au monde. On parle d'Europe. À la fois, aussi 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, à la fois les ménages et les entreprises. Donc il faut arrêter de taxer à tout va, c'est la spécialité française. Aujourd'hui, et ceux qui font des bénéfices records, là, en l'occurrence. Au niveau européen, les fameuses ressources propres, ce n'est pas de la propreté, c'est en réalité une fiscalité supplémentaire, une couche supplémentaire dans le millefeuille fiscal, destinée à alimenter un budget européen, c'est-à-dire une espèce de super État bruxellois qui fait des dettes d'un côté et qui fait des impôts de l'autre. Bon, c'est un modèle qui est désastreux parce qu'en réalité, c'est toujours pareil, c'est notre économie qui s'en trouvera fragilisée parce que nos entreprises auront de plus en plus de mal à produire. Le modèle de la voiture électrique à batterie, en réalité, c'est un modèle qui n'est pas un modèle d'avenir, on le sait. C'est un modèle éventuellement transitoire. Les batteries au lithium nous placent en situation de dépendance des terres rares qui ne sont pas en Europe. Donc, ça pose un problème d'indépendance stratégique, c'est absolument évident. Et le coût est élevé. Et pour nos compatriotes, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, le coût est beaucoup trop élevé. Et l'argent, on le trouve où, Nicolas Bay, pour faire cette transition-là? L'argent, on le trouve où? Non, mais si on veut trouver des gisements d'économie, parce que c'est de ça dont on parle finalement, eh bien, ils existent. Ils existent. On arrête d'avoir un système social d'assistanat généralisé. On arrête d'accueillir 500 000 migrants chaque année. On arrête. Non, mais c'est ça. Si on veut vraiment faire des coupes dans les dépenses publiques et être capable de mettre de l'argent dans la recherche et le développement, dans les grands investissements stratégiques qui nous permettent de sortir de la voiture thermique et d'avoir autre chose que la voiture à batterie, c'est-à-dire en clair peut-être l'hydrogène ou peut-être encore d'autres technologies, il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, on a un État qui est incapable de faire ces investissements-là. Pourquoi? Parce qu'on a un État qui est à la fois qui offre de moins en moins de services publics et qui en même temps fonctionne de plus en plus les Français. Je voulais juste dire un tout petit mot très rapide. François-Xavier Bellamy tout à l'heure, je l'entendais disant voilà, il faut mener la bataille contre le carbone à l'échelle mondiale. J'avais l'impression d'entendre Ursula von der Leyen. Alors, ce n'est pas une surprise parce que finalement, c'est son groupe, le PPE, qui soutient Ursula von der Leyen. Mais il y a un peu une illusion en Europe, dans les institutions européennes, à dire finalement, on va être les plus vertueux au monde et parce qu'on est les plus vertueux, on va être imité. C'est le contraire. Partout sur la scène mondiale, ils vont profiter du fait qu'on s'impose des normes exigeantes pour nous concurrencer et nous tuer et nous affaiblir.